Second. Ah, moi j'avais 3 minutes. Bien, très bien. Alors, on va passer d'abord à la solution, parce qu'on a, donc, il y a des solutions, et la solution, elle tient dans la surveillance citoyenne. Il n'y a qu'une seule façon de s'assurer, c'est gentil, je suis émue. Oui, il n'y a qu'une seule façon de s'assurer qu'on ne se retrouvera pas avec un passif contaminé, parce que lorsqu'on découvre le problème, il est trop tard. On a des modèles et puis on a une contamination. On n'a pas entre les deux. Il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est la surveillance citoyenne structurée. Ici, on n'invente pas la roue. Il y a des modèles qui existent. Ça existe dans certaines mines Ekati, Victor et Diavik, des mines de diamants. Ce sont ce qu'on appelle des Good Neighbor Agreements. Le modèle du genre est à Stillwater, dans le Montana, une communauté qui était dévastée. Ils en sont venus au point avec les gens de la mine, et ils ont fait ce qu'ils appellent le Stillwater Good Neighbor Agreement. Ce n'est pas la perfection, mais c'est un départ extrêmement majeur, et c'est basé sur un certain nombre de choses. Premièrement, c'est légalement contraignant. Peu importe, la mine a été vendue à des Russes et le Good Neighbor Agreement est resté valide et continue d'être valide. La compagnie donne obligatoirement un financement suffisant pour faire l'échantillonnage et pour que la structure, l'agence de monitoring, puisse faire son contrôle. C'est basé sur une transparence totale de toutes les données. Immédiatement, lorsqu'il y a de l'échantillonnage, il y a la publication des données, ce qui fait deux choses. Ça fait un système d'avertissement précoce en cas de contamination, et ça permet à des gens, comme dans les universités, de contre-expertiser les données et de voir si les données sont semblables au modèle que l'on a. Donc, ce modèle-là de Good Neighbor Agreement, c'est ce qu'il faudrait inclure dans les lois désormais, dans toutes les communautés. C'est une structure financée obligatoirement, mais sans droit de regard par la compagnie, basée sur la transparence, le libre accès au site par la communauté et les experts qu'elle-même choisit pour la surveillance. Et c'est la seule façon, et ça couvre, celui de Stillwater est extrêmement intéressant parce qu'il couvre, par exemple, toute la problématique du transport routier autour de la mine, les camions, tout ça, le niveau de bruit. C'est très large. Ça a été très dur de négociation, mais cet accord-là a 12 ans maintenant. Il s'améliore. Et je pense qu'une structure obligatoire par la loi pour chacun des projets où on aurait une telle agence permettrait enfin de prévenir des contaminations sévères et surtout de refiler entièrement à la société, à l'État, aux contribuables, le coût des contaminations. Et là, ça me sonne. Mais je pense, Monsieur Green, si vous permettez, nous allons arrêter là. Et nous allons peut-être avoir l'occasion d'en reparler dans la période de questions, parce que sinon, on va être coincé par le temps. Alors, nous avons un micro dans cette salle. Et Précision sur les informations livrées par Hugo Lapointe. Mon nom est Claire Bolduc. Je suis la présidente de Solidarité rurale du Québec, mais de 2005 à 2008, j'ai été directrice régionale au ministère de l'Environnement, section contrôle environnemental, Abitibi-Témiscamingue, Baie-James-Nunavik. J'avais 18 techniciens. Il y en a maintenant 14, peut-être. Sur ce nombre, seulement 3 faisaient de l'inspection de mines parce qu'ils avaient la compétence et les connaissances pour ce faire. Ces 3 techniciens-là d'expérience ne sont plus dans les ressources humaines du ministère. Alors, ce sont des questions que vous devriez poser quand vous vous adressez au ministère. Combien de personnes font spécifiquement l'inspection ou le suivi, l'émission des certificats d'autorisation? Quelle est l'expérience? Depuis combien de temps ces personnes-là travaillent-elles au ministère? Oui. Et surtout, quels sont les moyens qu'on leur attribue? Parce que les inspecteurs ont bien peu de moyens. Quand l'inspecteur va inspecter la mine et qu'il prend l'avion de la compagnie pour se rendre sur le site de la mine, qu'il loge dans les appartements ou dans les installations de la mine, qu'il est guidé par les gens de la mine
posez-vous la question, s'il vous plaît, dans quelles conditions on fait travailler ces inspecteurs-là. Moi, j'avais refusé que ça se fasse de cette façon-là. Maintenant, j'y suis plus depuis 2008. Demandez quels sont les moyens qu'on donne aux personnes à qui on fait faire ce travail-là, qui est essentiel et important. Merci beaucoup. Merci, Mme Bolduc. Donc, c'est un complément d'information. Alors, c'est à vous la parole. Bonjour, Marie-Hélène Parent, citoyenne. Je m'occupe du dossier d'Anticosti, plus particulièrement en ce moment. Je représente un peu les citoyens qui n'ont pas pu venir ici. J'ai une question concernant à la fois la surveillance et l'acceptabilité sociale. On sait que sur Anticosti, qui est une superficie là, de 9000 km², qu'il y a seulement 200 habitants à Port-Meunier, à peu près sur 30 km. Et je me demande comment on peut laisser entre les mains de 200 personnes l'acceptabilité sociale d'une exploitation pétrolière sur une superficie si grande. Il me semble que cette acceptabilité devrait être entre les mains des citoyens du Québec, faire l'objet d'un référendum et qu'on ait suffisamment d'informations sur l'exploitation qui va être faite là-bas. Je ne crois pas que les citoyens ont eu l'information adéquate. On fait seulement effleurer actuellement les informations de M. Durand, là, qui les a sorties la semaine dernière, qui nous dit que cette exploitation devra prendre à peu près 20 000 puits sur Anticosti. D'autre part, donc, j'aimerais savoir sur le plan législatif, qu'est-ce qui peut être mis en place pour qu'une acceptabilité sociale se fasse par le peuple québécois lui-même. D'autre part, sur la surveillance, moi qui est à Québec, ai demandé au ministère de vérifier le puits Chaloupe numéro 1, où il semble qu'il y ait une fuite de méthane. J'ai écrit au ministère le 25 novembre dernier. Après une série de réponses, j'ai appris qu'il n'y avait pas de surveillants sur place, pas d'inspecteurs sur Anticosti. À aucun moment de l'exploration, il y a eu d'inspecteurs cet été. J'ai su que les inspecteurs étaient situés dans la Côte-Nord. On m'a dit que c'était très compliqué de se rendre sur l'île, évidemment. Et pour finir, on m'a dit que les équipements du ministère n'étaient pas adéquats pour inspecter une fuite de méthane en hiver et qu'on devrait attendre au printemps. Alors, merci de votre témoignage sur la question du puits de méthane. Je ne pense pas que c'est une question assez technique. Je ne pense pas qu'on va pouvoir y répondre dans les membres du panel. Ça fait partie de la surveillance. Par contre, sur la question, s'il vous plaît, vous avez posé dans le fond 2 questions. Là. Il y a une question, je pense, sur laquelle on peut plus facilement répondre. Peut-être qui est inspirée parmi les membres du panel. Une question sur les moyens juridiques qui devraient être à la disposition. Maître Langelier, oui? Actuellement, il n'y a pas véritablement de normes juridiques. Tout ce qu'on a en ce qui concerne l'exploitation des gaz de schiste, c'est une obligation de transmettre des informations et de faire un certain monitoring dans un rayon maximal de 1 km. Alors, c'est absolument ridicule parce qu'on sait très bien que la migration du méthane du sous-sol vers les sources d'eau peut se faire sur des distances beaucoup plus considérables que celle-là. Alors donc, c'est clair qu'il n'y a pas non plus sur le plan réglementaire actuellement de normes adéquates pour faire ce genre de situation-là. Ce qu'on sait, c'est que sur les 31 puits de gaz de schiste qui existent, il y en a, la majorité fuit, 64% fuit. On sait également que ce qui est prévu dans le projet gouvernemental, c'est l'usage de la méthode dite drastique, là, qui est un acronyme qui indique un certain nombre d'éléments qui doivent être examinés, mais ça sert essentiellement, et ma collègue Marie pourrait vous l'expliquer bien davantage que moi, mais ça sert essentiellement pour des liquides qui vont partir de la surface du sol et qui vont percoler vers la source d'eau.
Là, on parle d'une contamination qui va venir du sous-sol et donc qui va venir d'en bas de la nappe phréatique. On n'en sait rien. Sinon, l'expérience américaine, parce qu'eux sont aux prises avec ça, et les regroupements de citoyens qui sont allés en Pennsylvanie, qui ont vu ça, si vous avez la chance de voir le petit film qui a été fait, c'est ahurissant. Quand vous voyez des églises avec des évents sur le côté, parce que si on allume les lampions, l'église va exploser. Ou quand on dit aux gens, bien, quand vous prenez votre douche, laissez la fenêtre ouverte, parce que sinon c'est trop dangereux. On arrive dans des situations comme celle-là, mais il n'y a pas de normes réglementaires actuellement. Peut-être qu'avec l'annonce de cette semaine d'un BAP générique qui va examiner plus en détail, que l'équipe, mettons, un peu biaisée qui était dans l'étude environnementale stratégique qui était là, est-ce qu'on aura quelque chose est-ce qu'on va accoucher de quelque chose d'un peu plus sérieux? On peut le souhaiter. Maintenant, on nous parle d'aller après ça en processus législatif. Alors, qui dit processus législatif dit appui des partis d'opposition. Est-ce que la CAQ et les partis libéraux, on le sait d'avance, les 3 candidats libéraux ont dit qu'ils étaient en faveur de l'exploitation des gaz de schiste. Est-ce que la CAQ, comment se positionnerait-elle? Il y a dans un atelier du congrès de Victoriaville, lorsque un citoyen de Saint-Bonaventure est intervenu pour dire « Mais qu'est-ce que vous faites avec les gaz de schiste? » Ils lui ont dit « Mais écoute, t'es pas vraiment au courant de ça, on va te faire rencontrer quelqu'un. » Il y en a qui ça? Dit Michael Binion. Alors, ça vous donne une idée. Maître Langelier, merci. Avant qu'on tombe dans un grand trou de gaz de schiste, j'aimerais redonner la parole pour des questions, s'il vous plaît, aux membres du panel. S'il vous plaît, des questions assez brèves. On va essayer de faire des réponses tout aussi brèves. Ça va être assez bref. Quand c'est le ministère de la Santé et des Services sociaux qui finance l'intoxication de la population par son programme de subventionner les municipalités qui souhaitent fluorer leur eau potable, que peut-on faire? Il reste 8 villes au Québec qui sont fluorées. Et le ministère souhaite fluorer 50% des villes au-dessus de 5000 habitants. Le fluorure, ajouté à l'eau, sont des déchets industriels qui proviennent des États-Unis ou de Chine. Madame Saint-Cerny parlait qu'il faut une surveillance citoyenne. Vous pouvez avoir des informations sur le site Action Fluor Québec et également sur le site de Météopolitique. Et ce qu'on a fait des citoyens comme témoignage, on a lancé une pétition sur l'Assemblée nationale qui va finir le 20 février prochain pour demander une commission parlementaire mixte pour que l'environnement, la santé et les municipalités viennent discuter de cette affaire-là. Alors j'encourage également M. Langelier à poursuivre cette démarche pour recruter des résolutions municipales. Au mouvement Sortons le Québec du nucléaire, on a récupéré 340 municipalités pour nous aider. Voilà. Merci. Alors, c'est un commentaire. Je n'ai pas perçu de questions. On va prendre la dernière question et après, je vais être obligé de mettre fin à la séance. Promis, c'est une question. Bonjour, Amandine Chapelle, je travaille pour la Conférence régionale des élus de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. J'ai une question pour vous, Maître Langelier. Vous avez parlé évidemment du règlement que Gaspé a adopté à la suite de Saint-Bonaventure. Moi, j'ai une question par rapport aux organismes de bassin versant. Est-ce qu'eux se sont impliqués dans le dossier et quel est leur pouvoir au niveau pour appuyer la municipalité ou est-ce qu'ils l'ont fait, cet appui? Alors, très clair, rapidement. À ma connaissance, non, ils ne l'ont pas fait encore. Merci. Alors, il va falloir suivre ce dossier. Écoutez, je vous remercie tous et toutes de votre assiduité. Et puis, je vous signale que les conférenciers vont être disponibles sur place. Vous pouvez continuer à parler avec eux. Merci beaucoup. On fait une petite pause et on se retrouve pour le panel suivant. Merci aux conférenciers. Merci à Québec Meilleure Mine.